Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'affirmation de l'État à l'époque moderne. L'État français, bien sûr, nous sommes dans le royaume de France et on parle de l'époque moderne, donc qui commence en 1515 avec le début du règne de François Ier et qui termine en 1715 avec la mort de Louis XIV. Dans ce thème, nous allons parler de l'affirmation de l'État. Quand on parle de l'État, à cette époque-là, c'est principalement le roi, la monarchie et également les administrations qui vont avec. Pourquoi on parle d'affirmation de l'État? Parce que pendant cette période, c'est le moment où la monarchie absolue se met doucement en place et où le roi centralise de plus en plus de pouvoir. Notre période commence donc durant la Renaissance avec le roi François Ier et l'État français à ce moment-là n'est pas encore très affirmé. L'unité du royaume est certes faite, mais il y a une autonomie des provinces et des seigneurs qui est importante. Et tout l'enjeu pour les rois de France dans cette période va être d'affirmer leur pouvoir sur leurs vassaux et sur ceux qu'on va appeler les grands du royaume, que ce soit les Huguenots durant la première période, ou alors les grands durant la Fronde jusqu'à Louis XIV. Et Louis XIV va parfaire ce système-là, et donc on se demandera comment l'État français s'est renforcé à l'époque moderne, de François Ier à Louis XIV, et on verra que ce mouvement n'est pas uniforme. Premièrement, l'État va s'affirmer sous François Ier et Henri II. Cependant, cette affirmation va être contrecarrée par les guerres de religion. Alors, sous François Ier et Henri II, premièrement, il y a une affirmation administrative de l'État avec une centralisation des pouvoirs. Le roi décide par son conseil et ne réunit plus les états généraux du royaume. Et de plus, il va renforcer son administration royale. Cette administration va se renforcer du fait de la pression fiscale qui va augmenter, notamment la taille et la gabelle, qui sont les deux principaux impôts, mais également les droits de passage, qui sont en gros les droits de douane avec l'étranger. Pourquoi les impôts augmentent? Parce que le roi doit faire face à des dépenses importantes, qui sont les guerres d'Italie, mais aussi la cour qui augmente, qui passe de 5 000 à 15 000 personnes sur la période, et la construction des châteaux de la Loire, notamment Chambord, et également Fontainebleau, qui est la résidence principale de François Ier. Du coup, l'administration augmente et François Ier multiplie les édits, notamment on l'a dit d'Hilaire-Cotteret, qui force les prêtres à déclarer les naissances et surtout à utiliser la langue française pour une uniformisation des administrations en France. Donc il y a une centralisation de l'affirmation également autour de la personne du roi, en mettant en place une vénalité des charges. La vénalité des charges, ça veut dire que les personnes qui ont une charge la doivent au roi, mais elles doivent également, cette charge peut aller à leurs descendants. Ensuite, François Ier va renforcer la fonction royale par sa politique extérieure. Donc il va déjà faire une alliance avec les Ottomans, mais également, surtout, il va vouloir porter la concurrence aux Espagnols sur la politique américaine. Et donc c'est l'expédition de Jacques Cartier qui est financée en 1535 pour découvrir le Québec actuel, pour trouver une nouvelle route vers l'Asie. Voilà pour l'affirmation sous François Ier et Henri II. Malheureusement, Henri II, donc le fils de François Ier, va continuer cette œuvre. Malheureusement, les guerres de religion qui commencent mettent à mal l'État français. Les protestants sont rapidement un État dans l'État, avec une guerre civile qui se déclenche entre les Huguenots, donc les protestants français, et les grands du royaume. Et en face, la monarchie française qui essaye de faire le tampon avec les ultra-catholiques qui vont représenter la Ligue. Ces guerres de religion vont durer jusqu'à l'édit de Nantes en 1598. Donc, on verra dans ce tutoriel que toutes les périodes d'affirmation de la royauté sont suivies de périodes de troubles. Toutes les périodes de troubles sont des périodes de régence, parce que le roi est en bas âge et donc il y a une personne qui fait la régence. Donc, après François Ier et Henri II, c'est Catherine de Médicis qui fait la régence avec ses deux premiers fils, François II qui règne qu'un an, qui meurt rapidement, et surtout Charles IX, excusez-moi, qui va avoir comme régente comme sa mère, et sa mère qui va maintenir l'unité du royaume en essayant de maintenir un statut intermédiaire entre catholiques et protestants. C'est finalement Henri IV qui est d'une autre dynastie, donc les Bourbons, on en termine avec les Valois-Angoulême. Henri IV qui met en place l'édit de Nantes pour pacifier les relations entre catholiques et protestants. Henri IV qui lui-même est une personne de synthèse, puisque Huguenot, donc protestant, marié avec, dans un premier mariage avec la fille de Catherine de Médicis et donc de Henri II, s'unit à la famille des Valois et devient roi de France par la désignation de son cousin Henri III, qui choisit Henri IV comme successeur, Henri de Navarre. Donc il octroie l'édit de Nantes, et à partir de l'édit de Nantes, il va y avoir une réaffirmation du pouvoir royal. L'édit de Nantes, il dit quoi? Il dit que les protestants ont le droit de pratiquer dans leur ville les 10 places de sûreté, mais qu'exactement dans chaque province, ils ont un endroit pour professer leur religion.
on énonce que la religion catholique est la religion majoritaire des Français, que le roi français est un roi catholique et que la France est un royaume catholique. Donc néanmoins, on donne la liberté de culte aux protestants et ils ne doivent pas être outragés ou vexés. C'est une forme d'édit de paix qui va être maintenue jusque sous Louis XIV, on verra tout à l'heure. Donc là, les choses se pacifient, bien que Henri IV lui-même se fasse assassiner par un ultra-catholique qui est Ravaillac en 1610. Henri IV va restaurer la puissance de l'État français et de la monarchie au travers de cette nouvelle dynastie que sont les Bourbons. Alors Henri IV va rapidement mourir en 1610, bien qu'il ait, avec son ministre Sully, remis en place une administration efficace et surtout une politique, notamment une politique agricole, pour remettre la France en ordre suite aux guerres de religion. Mais donc c'est son fils Louis XIII qui va mener une œuvre d'affirmation de l'État importante. En effet, Louis XIII, qui prend le pouvoir en 1610, qui est encore enfant, subit une régence avec Marie de Médicis, mais prend un pouvoir personnel avec Richelieu en 1621. Et avec Richelieu, il mène une politique de rénovation de l'État importante. Cette politique de rénovation de l'État, que mène principalement le cardinal ministre, a trois axes. Premièrement, soumettre les protestants et leurs places de sûreté. Donc les protestants ont eu des places de sûreté qui ont été accordées par l'édit de Nantes. Et ces 10 places de sûreté sont des zones dans lesquelles les protestants ont une autonomie. Et le siège de La Rochelle, plus l'édit d'Alès, permettent au roi et à son cardinal ministre de reprendre du pouvoir sur les protestants. Ensuite, il va y avoir une forte augmentation des impôts durant l'époque sous le règne de Louis XIII du fait des guerres, notamment de la guerre de 30 ans qui débute en 1635. Et il faut financer ces guerres et les impôts sont augmentés, mais surtout on va changer le mode de prélèvement d'impôts et ce sont les intendants qui n'ont plus une vénalité des charges, mais qui sont directement employés des fonctionnaires, les intendants du roi qui prélèvent les impôts. Et donc ça augmente le pouvoir de l'État et donc le pouvoir de la royauté. Et enfin, le dernier élément, c'est le fait que les grands du royaume sont mis au pas par Louis XIII et Richelieu et qu'un certain nombre de grands qui ne veulent pas obéir sont éliminés. Donc c'est le cas par exemple du marquis de Saint-Marc qui avait fait une prévision d'attentat contre Richelieu qui est éliminé. Donc voilà pour la période Louis XIII-Richelieu. À la mort de Louis XIII, Anne d'Autriche prend la régence avec Mazarin. Donc Mazarin qui lui a été conseillé par Richelieu. Mazarin va donc être le nouveau cardinal ministre et régir l'État. Cependant, rapidement, dès 1648, la fronde se met en place. C'est d'abord la fronde des parlements. En effet, les hausses d'impôts sont mal acceptées par la population et les parlements, qui sont à ce moment-là des assemblées de nobles qui ont pour rôle de ratifier les édits du roi, refusent de ratifier les édits royaux donc émis par Mazarin. Le Parlement de Paris en 1648 émet une première remontrance et cela met le feu aux poudres. La famille royale doit quitter le Louvre et doit quitter Paris. La situation empire rapidement avec dès 1651 la mise en place de la fronde des princes. Et là ce sont les princes, dont le Grand Condé principalement, qui vont mener contre Anne d'Autriche, Louis XIII qui est encore enfant et surtout le cardinal de Mazarin, une révolte et les grands essayent de récupérer le pouvoir que Richelieu et Louis XIII leur avaient enlevé. Louis XIV enfant sera marqué par ce passage et dans la suite des événements cela explique son comportement futur. Mazarin restera cardinal ministre jusqu'en 1661, donc Louis XIV a bien plus de 20 ans à ce moment-là, et il laissera celui qu'il considérera comme un de ses mentors politiques à mener le pouvoir. Alors Mazarin va réaffirmer le pouvoir d'État, il va surtout vaincre la fronde, même si la situation va mettre du temps à se régler. On peut dire que la fronde est réglée dès 1653, et ensuite dès 1661 c'est le règne de Louis XIV, et là c'est l'affirmation définitive de l'absolutisme. Après Louis XIII, Louis XIV. Donc c'est là que commence le début de l'absolutisme. Alors l'absolutisme de Louis XIV est ce qui va marquer notre période.
Et donc Louis XIV, qui règne de 1661 dans un règne personnel, de 1661 à 1715, va mettre en place les fondements de l'État absolutiste. Alors les fondements de l'État absolutiste, ils sont très simples. Tout d'abord, il s'agit d'un centrage sur la personne du roi, duquel émanent tous les pouvoirs. Donc c'est le roi soleil, mais c'est l'idée d'un roi pyramidal, qui a été système qui a été théorisé par Bossuet. En gros, le pouvoir est pyramidal. Dieu légitime le roi est le représentant de Dieu sur terre, et ensuite, de manière pyramidale, toutes les administrations du royaume obéissent au roi. Le pouvoir du roi est donc un pouvoir qui n'a pas de limite. Le roi représente le pouvoir exécutif, il rend la justice par lettre de cachet. Le pouvoir législatif, il fait les lois, il signe les décrets, et le pouvoir judiciaire, bien sûr. Donc le roi contient tous les pouvoirs. Ensuite, deuxième élément de la monarchie absolue, c'est la mise au pas de tous les grands du royaume. Dès sa prise de pouvoir, Louis XIV va éliminer notamment le grand argentier Nicolas Fouquet, qui avait construit le château de Vaux-le-Vicomte et qui avait pris des privilèges trop importants, mais surtout il va mettre au pas toutes les personnes qui peuvent s'opposer à son pouvoir à l'intérieur du royaume. Donc, parmi eux, les protestants, là il n'est même plus question de place de sûreté, et les dragonnades se développent dans le pays jusqu'à l'abolition totale des protestants en 1685. Il fuit la France avec l'édit d'Angoulême qui a lieu en 1685. Mais non, monsieur Garnier, c'est l'édit de Fontainebleau. Donc c'est la révocation de l'édit. Enfin, autre élément de l'absolutisme de Louis XIV, c'est la mise en place de grands ministres d'État, donc Colbert, Louvois, Vauban, qui mettent en place des grands chantiers d'État, mais qui sont fidèles au roi et qui ne sont pas issus de la haute noblesse. La haute noblesse étant elle-même enfermée dans une prison dorée qui est Versailles. Et Versailles et sa cour est un moyen pour Louis XIV d'enfermer cette noblesse qui l'avait tant terrorisé quand il était enfant durant la Fronde. Et Colbert, Louvois et Vauban, par exemple, vont mener de grandes politiques d'État pour satisfaire la grandeur du roi. Alors pour Colbert, il faut en dire deux mots, ils mettent une politique mercantiliste. L'idée, c'est d'enrichir l'État français en augmentant les stocks d'or et donc en augmentant les exportations françaises. Donc pour cela, Colbert va développer notamment la Compagnie des Indes, qui crée en 1664, mais également deux grandes manufactures d'État, ou alors même l'Académie des sciences, créée par Colbert en 1666. Enfin, l'image de l'absolutisme, c'est Versailles, donc le château de Versailles construit par Louis XIV et dans lequel il prend place en 1692. Le château de Versailles est un château qui, par l'adoption du style néoclassique, met en place cette symétrie, cette perfection propre aux années Louis XIV, la galerie des glaces, mais c'est aussi un ensemble d'artistes et une cour avec Molière, Corneille, les jardins à la française de Le Nôtre, qui vont développer la magnificence du roi Soleil, et l'aménagement de Versailles a pour but de montrer le rayonnement du règne de Louis XIV et de l'absolutisme. Château de Versailles qui sera utilisé par les deux successeurs de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, qui seront les grands rois absolutistes jusqu'à la Révolution française. Donc voilà, durant la période 1515-1715, la royauté s'est affirmée. L'absolutisme n'est pas venu de nulle part, il est monté tout doucement en force, avec la mise en place d'une administration royale, une augmentation des impôts, mais également un élargissement du territoire au fur et à mesure de cette période. Merci d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt.